Instant de motivation avec Cyril Bogico. Chers amis, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Christian et de Nadège. Une histoire que beaucoup d'entre vous ont peut-être connue ou qui vont reconnaître. Certains vont sourire, d'autres vont serrer les dents et quelques-uns peut-être vont verser une larme silencieuse parce que cette histoire est peut-être la vôtre. Christian a épousé Nadège un samedi. La cérémonie était belle. L'église était pleine. Les familles étaient là, toutes les deux. Les sourires, les photos, les embrassades. Le père de Nadège a pris Christian dans ses bras et lui a dit « Mon fils, bienvenue dans la famille ». La mère de Christian a serré Nadège contre elle et a murmuré « Ma fille, prends soin de mon garçon ». Tout était parfait. Tout le monde s'aimait. Tout le monde était heureux. Ça a duré seulement 4 mois. 4 mois après exactement, parce qu'au 4e mois, il y a eu Noël. Et Noël a posé la première question que personne n'avait anticipée. On va chez qui? On va chez qui? La mère de Christian a dit, mon fils a toujours passé Noël chez nous. C'est une tradition. La mère de Nadège a dit, ma fille est mariée maintenant, Noël c'est chez eux. Et nous sommes invités, nous les parents. Christian voulait faire plaisir à sa mère. Nadège voulait construire ses propres traditions. Et entre ces deux désirs légitimes, le premier conflit est né. Pas un conflit spectaculaire. Pas de cris, pas de claquement de porte, juste un froid, un malaise. Une phrase de Christian qui a blessé Nadège sans qu'il s'en rende compte. La phrase, la voici. Mais enfin, c'est ma mère quand même. C'est quand même ma mère. C'est ma mère quand même. 6 mots qui, dans des milliers de foyers, ont creusé des fossés plus profonds que n'importe quelle infidélité. Oui, chers auditeurs, c'est ça la vérité que personne ne vous dit le jour du mariage. On ne vous dit pas que quand tu épouses quelqu'un, tu n'épouses pas seulement une personne, tu épouses un monde entier. Tu épouses son père et la manière dont il lui a appris à voir les hommes. Tu épouses sa mère et les attentes qu'elle a déposées sur les épaules de son enfant depuis la naissance. Tu épouses ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes et toutes les dynamiques invisibles qui gouvernent cette famille depuis des générations. Tu épouses ses traditions, ses croyances, sa manière de fêter, sa manière de pleurer, sa manière de gérer l'argent, sa manière de résoudre les conflits. Tu épouses tout ça. Et si tu n'es pas prêt à accueillir tout ce paquet, tu n'es pas prêt pour le mariage. Non, tu n'es pas prêt pour le mariage. Chers amis, l'illusion que beaucoup de jeunes couples portent, c'est celle de nous deux contre le monde. Nous deux contre le monde. C'est une illusion, une vue de l'esprit. On se dit qu'on sera marié, on sera enfin libre, on sera indépendant, enfin on sera chez nous, on fera ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut. C'est faux. Parce que la famille ne disparaît pas après le mariage. La famille ne disparaît pas après la mairie. Elle ne disparaît pas après une bénédiction. Les parents restent des parents. Les frères restent les frères. Les traditions restent vivantes. Et très vite, ce nous deux contre le monde se transforme en nous deux entre deux familles qui tirent chacune de leur côté. Nous deux entre deux familles qui tirent chacune de leur côté. Revenons à Christian et Nadège. Après l'épisode de Noël, les choses se sont compliquées. La mère de Christian avait pris l'habitude de passer à la maison sans prévenir. Elle arrivait, inspectait la cuisine, commentait la propreté, donnait son avis sur les repas. Nadège serrait les dents. Au début, elle ne disait rien. Elle se disait, bon, c'est sa mère, je dois quand même la respecter. Mais semaine après semaine, ce silence accumulait la colère. Et un soir, la bombe a explosé. Boum. Nadège a dit à Christian, ta mère me manque de respect. Elle entre ici comme si elle était chez elle. Et Christian, au lieu de l'écouter, au lieu de comprendre sa douleur, a répondu la phrase la plus dangereuse qu'un conjoint puisse prononcer dans cette situation. Ne parle pas de ma mère comme ça. Tu ne parles pas de ma mère comme ça. Je t'interdis de parler de ma mère comme ça. À cet instant précis, Nadège ne s'est pas sentie en conflit avec sa belle-mère. Elle s'est sentie trahie par son mari. Elle s'est sentie seule.
dans sa propre maison, dans son propre mariage. Prise au piège d'un homme qu'elle aime et de sa mère. Et c'est là que se cache le vrai problème. C'est là que se cache le vrai problème. La loyauté divisée. Quand tu te maries, une transition fondamentale doit se faire dans ton cœur et dans ta tête. Avant le mariage, ta première loyauté allait à tes parents. Oui. Ta première loyauté avant le mariage allait à tes parents. Mais après le mariage, ta première loyauté après le mariage va à ta conjointe ou à ton conjoint. Cela ne veut pas dire abandonner tes parents. Cela ne veut pas dire ne plus les aimer. Cela ne veut pas dire couper les liens. Cela veut dire que le couple que tu as formé est maintenant une nouvelle cellule. Une nouvelle cellule. Un nouveau foyer. Et ce foyer-là a besoin d'être protégé, même contre les intrusions bien intentionnées. La Genèse le dit avec une clarté absolue. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quitter ne veut pas dire fuir. Quitter ne veut pas dire réorganiser ses priorités. Et si cette réorganisation ne se fait pas, le mariage devient un champ de bataille où deux familles se disputent l'âme de deux personnes qui voulaient simplement s'aimer en paix. Je dis bien, et que si cette réorganisation ne se fait pas, le mariage devient un champ de bataille où deux familles se disputent l'âme de deux personnes qui voulaient simplement s'aimer en paix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que de l'autre côté aussi, il y a des pièges. Nadège aussi avait sa part de responsabilité. Car si la mère de Christian était envahissante, Nadège, elle, n'avait jamais fait l'effort de créer un lien avec sa belle-mère. Elle la voyait comme une menace, pas comme une alliée. Elle ne l'appelait jamais. Elle ne lui demandait jamais conseil. Respecter. Un appel de temps en temps, un geste d'attention, une parole valorisante. Par exemple, maman, le plat que vous m'avez appris la dernière fois, mon mari l'a beaucoup adoré. Ça semble petit, mais dans le cœur d'une mère qui a peur de perdre son fils, ces mots-là valent de l'or. L'amour apaise ce que les débats ne peuvent jamais résoudre. Et quand vous le faites, la mère se rend compte que vous êtes le prolongement de sa bonté envers son fils. Et dans un couple, on ne devrait jamais être l'avocat de l'accusation contre la personne qu'on a promis d'aimer. Non! On ne devrait jamais être l'avocat de l'accusation contre la personne qu'on a promis d'aimer. Le couple doit poser des limites claires, ensemble. Pas toi contre ta famille, pas toi contre ma famille, pas moi contre ta famille. Nous, ensemble pour notre foyer. On se soutient en public et on discute en privé. Quand ta mère critique ta femme devant tout le monde, tu ne restes pas silencieux. Tu interviens avec respect mais avec fermeté parce que la personne que tu as choisie a besoin de savoir que tu es de son côté. Et ta mère a besoin de comprendre que son enfant est devenu un adulte qui protège son foyer. Troisièmement, il faut apprendre l'art du compromis. Alterner les fêtes, fixer des règles pour les visites, définir ensemble ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Personne ne peut tout gagner dans la vie, absolument personne. Mais tout le monde peut se sentir respecté. Que sont devenus nos amis? Qu'est devenu le couple Christian et Nadège? Eh bien, écoutez-moi. Ils ont failli se séparer. 2 ans de tension avec les belles familles avaient usé leur amour jusqu'à la corde. Mais un soir, Christian a fait quelque chose de rare, quelque chose de courageux. Il s'est assis devant Nadège et il a dit: Nadège, j'ai choisi de t'épouser. Ça veut dire que j'ai choisi notre foyer. Ma mère restera toujours ma mère. Mais toi, tu es ma priorité. Pardonne-moi de ne pas l'avoir compris plus tôt. Et Nadège, en larmes, a regardé son mari Christian, avec tout ce qu'ils ont traversé pendant ces 2 années, et lui a répondu: et moi, je vais apprendre à aimer ta mère. Pas comme une rivale,
mais comme la femme qui a élevé l'homme que j'aime. Ce soir-là, quelque chose a changé. Et mon conseil, chers amis, on n'épouse jamais seulement une personne. On épouse son histoire, ses blessures, ses traditions, sa culture familiale. La question n'est pas comment éviter la belle famille, comment éviter la belle-mère, comment éviter la belle-sœur toxique. Ce n'est pas là la question, parce que tu ne les éviteras pas, tu ne pourras pas l'éviter. La vraie question, c'est comment rester unis tout en respectant nos familles. Comment rester unis tout en respectant nos familles. Un couple solide, respectueux et clair dans ses limites peut transformer les tensions en maturité. Le mariage n'isole pas, il réorganise la vie des gens. Et là où il y a l'écoute, là où il y a le respect et l'amour, même les différences deviennent une richesse. N'oubliez pas, chers amis, la sagesse commence le jour où tu choisis ton foyer sans renier tes racines. La sagesse commence le jour où tu choisis ton foyer sans renier tes racines. Allez, vous êtes sur Radio Balafon et vous avez raison. Voici donc la vie en vrai. Parlons vrai avec Marie-Agnès Sagnier. Le rendez-vous qui accompagne votre journée et qui met des mots simples sur des situations que beaucoup vivent, mais expliquent difficilement. Aujourd'hui, on peut le dire, peut-être avec gêne ou colère, mais je sais que beaucoup d'entre vous partageront ce sentiment. Chaque semaine, nos téléphones se remplissent de faire-part de deuil. Les faire-part de deuil et les programmes d'obsèques envoyés par des gens avec lesquels on n'a même pas de relation particulière. Des gens qu'on connaît, mais des personnes avec lesquelles nous n'avons vraiment pas un lien réel. Des gens qui ne nous ont jamais appelés pour prendre nos nouvelles, qui n'étaient pas là quand nous traversions nos propres épreuves, mais qui, dès que malheur les frappe, nous envoient un faire-part sur WhatsApp avec un numéro de compte pour un transfert d'argent. Le message est clair. Donnez-nous de l'argent. Oui, donnez-nous de l'argent. Le prétexte est le deuil. Le but réel est le grattage. Et aujourd'hui, parlons vrai des noms, cette dérive sans détour. Pour en parler, la muse, elle est là, la plus ravissante de la cité des Palmiers. Marie-Agnès Sagnier, bonjour. Bonjour Cyril et merci de mettre ce sujet sur la table parce que tout le monde en souffre mais personne n'ose dire, par peur de passer pour quelqu'un sans cœur. Allez justement, Marie-Agnès, décrivons le phénomène tel qu'il est. Concrètement, comment cela se passe? Le scénario est toujours le même. Tu reçois un message sur WhatsApp, un faire-part de deuil magnifiquement mis en page avec la photo du défunt, les dates, le programme des obsèques. Et en bas, bien en évidence, le numéro Orange Money ou un compte bancaire pour les contributions. Tu regardes le nom de l'expéditeur, c'est quelqu'un que tu n'as croisé peut-être qu'une fois dans une réunion, un ancien collègue avec qui tu n'as pas échangé un mot depuis 5 ans ou une vague de contacts dans un groupe WhatsApp où tu ne parles même pas et cette personne t'envoie le faire-part de son oncle, de sa belle-mère, de son cousin germain, quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie et tu ne reconnaîtras jamais. Et donc tu ignores même l'existence jusqu'à ce message. Et le pire, c'est que le faire-part n'arrive pas seul. Il arrive avec un petit message du genre « La famille compte sur vous pour votre générosité et bien toute contribution sera la bienvenue ». Ce qui veut dire en clair, envoyer de l'argent. Appelons les choses par leur nom. C'est du grattage organisé, ça. C'est exactement cela. Au Cameroun, le grattage a toujours existé, mais il était autrefois ponctuel et ciblé. On demandait à un proche, à un vrai ami, à un frère. Aujourd'hui, avec WhatsApp, le grattage est devenu industriel, c'est-à-dire un faire-part de mariage peut être envoyé à 500 personnes en 1 minute. C'est du marketing de la mort. On ratisse large pour récolter le maximum. Et derrière cette stratégie, il y a un calcul froid. On cible les personnes que l'on sait financièrement aisées, les patrons, les cadres, les commerçants, les gens qui ont une certaine visibilité sociale. Et ce n'est pas un hasard si tu reçois 15 faire-part par mois et que ton voisin qui gagne le SMIC n'en reçoit aucun. Et il ne cherche pas la compassion, il cherche ton portefeuille. Et le deuil est devenu un prétexte, un outil de collecte, un business. Et c'est une insulte à la mémoire même du défunt. Alors, il y a justement des gens qui vous envoient les faire-part du deuil de leur beau-père. Mais quand ils se marient, ils ne vous avaient pas invité. Bon, en tout cas, ce qui est révoltant et ce qui révolte le plus certaines personnes, c'est l'absence totale de réciprocité. Ces gens n'étaient nulle part quand toi, tu traversais des moments difficiles, non? Oui, et c'est là que le mensonge éclate au grand jour. Ces personnes qui t'envoient le faire-part de leur tante que tu n'as jamais rencontrée, demande-toi ceci. Où était-elle quand tu étais malade? Où était-elle quand tu as perdu un proche?
Ont-elles envoyé un seul franc? Ont-elles passé un seul coup de fil? Ont-elles même envoyé un simple message de condoléances? La réponse est non, parce que la relation n'existe pas. Il n'y a aucun lien tangible entre toi et cette personne. Pas de fraternité partagée, pas d'histoire commune, pas de solidarité mutuelle. Il y a juste ton nom dans un carnet d'adresses classé par catégorie de revenus. Au Cameroun, on a créé un mot pour cela, le grattage. Mais soyons honnêtes, le grattage, c'est de la mendicité déguisée en solidarité. C'est utiliser la mort et la douleur comme levier pour soutirer de l'argent à des gens qui ne vous doivent rien du tout. Parce qu'en principe, lorsque vous êtes frappé par un malheur, par un drame familial, vous inviterez, vous ferez part de la nouvelle à ceux qui vous sont proches, que vous fréquentez souvent et qui connaissent même la personne qui est décédée. Mais dommage, parfois, vous recevez des faire-part, des gens vous demandent « Ah ben tiens, j'ignorais que tu avais... » Et même parfois, ça concerne les cousins, ça concerne les oncles, ça concerne les tantes. Et si tu ne donnes pas, on te juge, on dit que tu es chiche, que tu es radin, que tu as oublié d'où tu viens, c'est ça? C'est le chantage émotionnel qui accompagne souvent ce système. Au Cameroun, si tu refuses de donner de l'argent pour des obsèques de quelqu'un que tu ne connais pas, on te colle une étiquette. Tu es avare, tu as de l'argent mais tu ne veux pas aider, tu oublies tes origines. Ce chantage fonctionne parce que la culture camerounaise valorise énormément la solidarité communautaire et cette valeur est belle. Mais elle est ici détournée, instrumentalisée, exploitée. La vraie solidarité n'est pas à sens unique. La vraie solidarité ne se manifeste pas uniquement quand il y a de l'argent à récolter. La vraie solidarité, c'est être présent dans les bons et dans les mauvais moments. Pas uniquement quand tu as besoin de mon portefeuille. Et je vais dire quelque chose aux personnes qui subissent ce chantage. Vous n'êtes pas obligés. Refusez de financer les obsèques du cousin d'un vague contact qui ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous quelqu'un qui protège ses ressources pour de vrais liens, pour de vraies urgences, pour sa propre famille. Il y a aussi des cas encore plus graves, des gens qui gonflent les coûts des obsèques pour empocher la différence. Oui, et c'est là que le business devient véritablement scandaleux. Certaines familles annoncent des obsèques à 10 millions de francs CFA, alors que l'enterrement coûte réellement 3 millions. La différence va où? Dans les poches? On a vu au Cameroun des familles se déchirer après un enterrement, non pas à cause du deuil, mais à cause du partage de l'argent collecté. Des obsèques transformées en fêtes grandioses avec orchestre, buffet, boissons à volonté. Le mort est enterré, mais la fête continue. Et ceux qui ont contribué se demandent si leur argent a servi à enterrer dignement le défunt ou à financer un festival. On a même vu des cas où le corps est gardé à la morgue pendant des mois, non pas pour des raisons administratives, mais pour avoir le temps de collecter le maximum d'argent avant la cérémonie. Le mort attend dans un frigo pendant que la famille encaisse. C'est indigne, c'est immoral, c'est devenu banal au Cameroun. Mais dans ce cas, Marie-Agnès, où est donc la limite entre la vraie solidarité et cette exploitation? La limite est simple. La solidarité existe entre des personnes qui ont un lien réel. Un ami proche qui perd sa mère, tu donnes. Un collègue avec qui tu travailles chaque jour perd son père, tu donnes. Un frère de ta communauté avec qui tu partages une histoire perd un enfant, tu donnes. Cela, c'est de la solidarité africaine authentique. Elle est belle, elle est noble, elle est nécessaire. Mais quand un inconnu t'envoie le faire-part de son beau-frère, de son cousin avec un numéro Orange Money, ce n'est pas de la solidarité, c'est de la prospection commerciale. C'est un mailing de deuil et tu as le droit de ne pas répondre sans aucune culpabilité. Posez-vous 3 questions avant de donner. Est-ce que je connais personnellement le défunt ou l'endeuillé? Est-ce que cette personne serait là pour moi si les rôles étaient inversés? Et est-ce que je donne par compassion ou par culpabilité sociale? Si la réponse aux 2 premières questions est non, gardez votre argent, vous ne devez rien à personne. Chers auditeurs, la mort mérite le respect. Oui, le deuil mérite la dignité. Mais transformer la mort d'un proche en opération financière et ratisser l'argent des gens avec qui l'on ne partage aucun lien véritable, c'est une dérive que le Cameroun doit regarder en face. La solidarité africaine est l'une des plus belles valeurs de notre continent. Ne la détruisons pas en la transformant en business. La solidarité se construit dans la durée, dans la réciprocité, dans le lien véritable. Elle ne se déclenche pas par un faire-part envoyé à 500 contacts WhatsApp. À ceux qui envoient ces faire-part à des inconnus, je dis ceci. Avant de demander aux autres de financer votre deuil ou de vous assister financièrement, demandez-vous quand est-ce que vous l'avez financé. Vous l'avez fait pour eux-mêmes, vous avez financé les leurs. Et si la réponse est jamais, alors vous savez exactement pourquoi votre téléphone sont dans le vide.
Allez, la vie en vrai, sur Radio Balafon. Merci beaucoup Marie-Agnès Sagnier. J'espère que ça vous aura aidé.